Chers internautes, bonjour, voici l'interview de la semaine. Nous allons parler aujourd'hui du possible retour en France des djihadistes français partis en Syrie. Cette chaîne consacrée à la géopolitique est indépendante, donc merci à celles et ceux qui le peuvent de nous soutenir via la plateforme Tipeee. J'en profite au passage pour remercier les internautes qui nous soutiennent déjà. Sans plus tarder, avec nous aujourd'hui, Bassam Tahan. Bonjour Bassam. Bonjour Raphaël. Alors tu es professeur de langue arabe, spécialiste du Coran, géopoliticien, et tu es originaire d'Alep, en Syrie. Par ailleurs, tu viens de t'engager en politique auprès de l'UDMF, l'Union des démocrates musulmans français, puisque tu es deuxième tête de liste de ce parti pour les européennes, qui auront lieu le 26 mai prochain. Bassam, merci d'avoir accepté cette interview. Merci à vous et je souhaite beaucoup de bien pour votre radio. Alors, je le disais brièvement en introduction, les djihadistes français détenus par les Kurdes en Syrie, les fameux FDS, posent un problème au gouvernement français. Le 31 janvier, sur RTL, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a confirmé qu'une trentaine de djihadistes ayant purgé leur peine allaient sortir de prison en 2019 et qu'ils feraient l'objet d'une surveillance spéciale. Concernant les autres détenus français, elle a confirmé que le gouvernement de Macron souhaitait leur rapatriement en France. Alors Bassam, que pensez-vous de cette problématique ? Il faut dans cette affaire considérer deux choses très importantes. D'abord, le niveau juridique de la question, où je suis vraiment incompétent, et le niveau politique, où on peut parler plus longuement. Pour ce qui est du volet juridique, nous savons très bien, par des exemples, que à chaque fois qu'il y a eu un problème qui s'est déroulé à l'étranger et qu'on a porté ici devant la Cour française, on a eu des réponses souvent. Je vais citer des exemples qui consistent à dire le tribunal n'est pas compétent pour juger de ces affaires-là parce qu'elles n'ont pas eu lieu sur le sol français. Donc, c'est posé en termes de compétences. Alors, je vais citer un exemple, tout simplement, et voir que l'attitude des différents gouvernements français et de la justice, est-ce que vraiment la justice en France est indépendante ou elle obéit à la politique en général? C'est là où on voit que c'est pas tellement séparé, la justice de la politique, l'aspect juridique de l'aspect politique. Prenons par exemple quand il y a eu un procès contre Fabius. Des familles syriennes se sont constituées partie civile il y a de ça quelques années pour attaquer en justice Fabius comme quoi il était responsable d'une certaine aide à des djihadistes ou à des modérés en Syrie, ou des djihadistes modérés, ce qui a fait rigoler tout le monde et qui ne cesse de le faire, et demande justice à l'État français, que M. Fabius n'a pas cette immunité. Et il y a eu des jugements prononcés. En fait, ça a été vite classé, parce que M. Fabius est quelqu'un de puissant, il a tout un passé politique, il a occupé les plus hautes fonctions de l'État. Aujourd'hui même, il est président du Conseil constitutionnel. Alors, est-ce que ça le met à l'abri de toute accusation? Je n'en sais rien au niveau juridique. Mais je sais que la réponse du tribunal concernant les plaintes déposées par ces familles syriennes en France, il y a eu des avocats français qui ont fait les plaidoyers. Ben, la réponse, d'après ce que je sais, ce que j'ai lu dans la presse française, c'est la Cour n'est pas compétente. Alors, ce qu'on pouvait dégager de cela, que c'était à la Syrie en tant qu'État d'essayer de traduire en justice Fabius pour toutes sortes de crimes en Syrie, mais à la Cour de peine internationale. Okay. Et là, la Cour de peine internationale est compétente pour
traiter de ces dossiers. Donc du coup, la justice française se trouve dessaisie pratiquement de ces plaintes, tous ces dossiers, et il y a un alibi pratiquement. Je l'avais dit que c'était très difficile de s'opposer à Fabius. C'est quelqu'un qui a eu derrière lui tout le Parti socialiste à un moment donné, qui était Premier ministre, qui est... c'est pas si simple. Alors pour ce qui est des familles syriennes, on peut aussi, pour montrer la contradiction de la justice française et l'imbrication politique droit, c'est l'affaire Lafarge. Oui. Alors, si c'est la justice française est incompétente de traiter des choses qui ne se sont pas passées vraiment sur son sol, c'est discutable déjà. Alors pourquoi toute cette affaire Lafarge, ça s'est en gros aussi passé en Syrie. Je rappelle que le problème, Bassam, n'est-ce pas, est accusé de contact avec les djihadistes, d'avoir aidé les djihadistes, que même les services secrets français étaient au courant, qu'on a acheté aux djihadistes, on a donné des laissez-passer aux djihadistes pour permettre aux camions de la cimenterie Lafarge de circuler en Syrie. C'était un centre avancé d'espionnage pour les Européens et la France. Voilà, Bassam, justement, Bassam, c'était peut-être là le du problème, c'est que les services français étaient impliqués. Du coup, comment la justice française pourrait-elle juger les services français? Ça paraît compliqué. Alors, pour revenir à la problématique des djihadistes, Donald Trump, le 4 février dernier, puis à nouveau le 17 février, là, tout récemment, il a appelé les Européens à rapatrier leurs djihadistes de Syrie. On parle de 800 djihadistes en tout, dont 150 Français. Mais sa demande est loin de faire l'unanimité, puisque l'Angleterre, l'Autriche et la Suède ont exprimé leur préférence qu'ils soient jugés en Syrie, justement, pour des motifs divers. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, venons au vif du sujet, parce que c'est une affaire très complexe et qui soulève pas mal de problèmes. On va fonctionner avec des suppositions. Admettons que ces djihadistes restent en Syrie. Il reste entre les mains de qui, pour le moment? Entre les mains des Kurdes. Or, est-ce qu'on sait aujourd'hui quel va être l'avenir des Kurdes en Syrie? Est-ce qu'ils vont rester autonomes, indépendants dans cette partie de l'Est de l'Euphrate? Ça, c'est déjà une grande question, en sachant que les Américains ont déclaré leur retraite. Ils sont en train de retirer leurs forces vers l'Irak avec le matériel lourd. Les Français aussi, tout en faisant un baroud d'honneur, en déclarant haut et fort que eux, pour une fois, contredisent les Américains et veulent rester, mais en fait, tantôt ils disent ils restent, tantôt ils restent pas. Donc, en admettant que ces deux forces et la coalition internationale quittent l'Est de l'Euphrate. Ces gens-là sont aux mains des Kurdes. Il faut aussi mettre une autre supposition, que les Kurdes gardent et conservent l'autorité sur ces territoires. Ce sont alors les Kurdes qui vont juger ces djihadistes. Or, déjà les Kurdes, on ne sait pas s'ils vont accéder à une autonomie, s'ils vont rester maîtres de cette partie territoriale nationale de la Syrie ou pas. Ou bien, et c'est quoi les autres possibilités? L'autre possibilité, ce serait quoi? Les autres possibilités, ce serait quoi, justement? Alors, les autres possibilités... Pour les Kurdes? Mais que je termine. Admettons qu'ils restent. Parce que là, on peut avoir d'autres scénarios. Si les deux, les Français et les Américains se retirent, et que Assad décide de réinvestir cette partie de son pays. La revendication est légale et légitime. C'est une partie de la Syrie reconnue par l'ONU, par les différents traités qui ont tracé les frontières de la Syrie moderne que nous connaissons. Ça, c'est un autre scénario. Alors, que va faire Assad? Oui, mais là aussi, il faut ajouter en géopolitique un autre scénario. Et si les Turcs essayent, comme le dit Erdogan, de remplacer
de reprendre les bases américaines à son compte et d'être dans cette région. Là, vous n'aurez pas simplement le problème des djihadistes, mais pour lui, les Kurdes qui sont là sont aussi coupables que les djihadistes et des terroristes. Vous voyez que le dossier est très complexe, mais on continue. Là. On va dire maintenant, s'il reste que ce soit la loi syrienne, il y a la peine de mort. Donc c'est délicat. Est-ce que les Européens, les Américains, les Américains c'est différent, ça dépend de chaque État américain, mais pour la France, la peine de mort est abolie, abrogée. Donc, au niveau conscience et politique internationale, va-t-on autoriser quiconque que ce soit à l'est de l'Euphrate de mettre à mort tous ces gens-là, de les condamner en tant que terroristes? Et le problème ne se résout pas simplement comme ça. Que faire des familles, des enfants? Oui, parce qu'il y a beaucoup de femmes et d'enfants parmi ce qu'on appelle les djihadistes. Alors, moi, personnellement, je vous dirais que j'ai une autre idée de mon pays, la France, et il faut que ces gens-là soient jugés en France et ne soient pas abandonnés par la France. Ce sont des Français. Alors, mais Bassam, j'ai une question quand même technique. Pour que les procès puissent se dérouler dans de bonnes conditions, il faut que les témoins puissent être présents lors des audiences. On voit mal comment cela pourrait être le cas si des procès devaient se dérouler en France. Justement, c'est tout le problème. On revient à l'aspect juridique. Est-ce que les magistrats français sont en qualité de juger ces djihadistes alors que ça s'est produit ailleurs, comme vous le soulignez très justement, comment avoir les témoins, Alors là, on s'oriente vers une sorte de cour française, mais qui se rapproche de la Cour de peine internationale. Comment on fait la Cour internationale de peine? Mais il faut que les États soient signataires. C'est-à-dire, c'est un problème. Oui, c'est un problème, parce il faut que les États soient signataires, et on a vu dans le cas de nombreux procès, y compris dans le cas de Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, que la Cour pénale internationale a été au départ beaucoup instrumentalisée, notamment le bureau du procureur, par les grandes puissances. C'est un vrai problème. Et moi j'ai envie de dire, Bassam, au nom du respect du droit international et de la souveraineté des nations, est-ce que ça ne devrait pas être en Syrie que les djihadistes devraient être jugés et qu'ils devraient purger leur peine, quitte à ce qu'ils soient après, qu'ils fassent une partie de leur peine en prison, en France, sous réserve d'un accord entre la Syrie et la France? Oui, mais il faut déjà que les Kurdes, c'est-à-dire où est l'autre dimension du problème? C'est que pour le moment, ces djihadistes ne sont pas dans les geôles syriennes. Mais où en sont les pourparlers, où en sont les pourparlers entre les Kurdes et le gouvernement central syrien? Je ne suis pas au courant, mais je veux dire, il faut souligner cet aspect des choses. C'est qu'il faut à ce moment-là que les Kurdes, au lieu de rapatrier ces gens en Europe et en France, les livrent aux autorités syriennes. C'est très compliqué. Et maintenant, je vous dis, moi, au niveau juridique, je ne suis pas compétent. Je vois ça en tant que géopoliticien. Voilà, c'est très complexe. Mais je maintiens que, pour moi, quand on soulève ce problème, on soulève aussi tous les djihadistes qui sont à Idlib. Parce que là, comparons les situations. On a des djihadistes à l'est de l'Euphrate qui sont qui sont dans des prisons kurdes. Mais à Idlib, il y a, selon les estimations, la minimale, il y a au moins 30 000 djihadistes de toute tendance, maximale 70, c'est-à-dire plus du double. Bon. Quelle est l'attitude occidentale face à Idlib? C'est que il ne faut pas que les Russes et les Syriens entrent à Idlib et nous débarrassent, je dis bien, neutralisent les djihadistes au nom de la sauvegarde des civils. Mais c'est vraiment ridicule.
On a appris récemment comment dans le village de Hajin et de Barouz, avec l'article du colonel français qui dit qu'ils ont détruit l'infrastructure, et que ce même colonel, à cause de son article, va être puni par son ministère, c'est d'ailleurs abominable. C'est le colonel François-Régis Legrier, son article c'est voilà, La bataille d'Agen, victoire tactique, voilà. Défaite stratégique, paru dans la revue Défense nationale de février 2019. Exactement, et qui dit que par exemple, les tirs de nos canons César très performants ont visé l'infrastructure et que la guerre à l'occidental, elle est perdue auprès des populations parce que ces populations souffrent de ces bombardements et se disent, en gros, qu'est-ce que c'est que cet Occident dans la guerre qui détruit tout, hein? Alors, et c'est ces gens-là, c'est-à-dire les Américains et les Français, quand on voit ce qu'ils ont fait de Raqqa et de Mossoul en Irak, qui viennent donner des leçons aux Russes et aux Syriens, que comme quoi ce sont les Russes et les Syriens qui bombardent les Sévilles. Toujours est-il, revenons donc à ce parallèle entre le problème des djihadistes détenus par les Kurdes à l'est de l'Euphrate et une immense majorité de djihadistes qui est toujours vivante dans la province d'Idlib, hein, qui a été dans le passé soutenue par la Turquie et les Occidentaux, hein, même la France. Toujours, chaque fois que le ministre des Affaires étrangères française rencontrait son homologue turc ou était je ne sais où en Turquie avec je ne sais quel responsable, il se félicitait de la concordance des points de vue entre les deux pays concernant le dossier syrien. Et à l'époque, on savait très bien que c'était la Turquie qui envoyait les djihadistes et qui les finançait pour passer la frontière, aller en Syrie. Le dossier c'est du béton, c'est solide. On sait très bien que tous les virements bancaires de ces djihadistes tunisiens et autres passaient par la Turquie. Tous les États le savaient, mais fermaient les yeux. En plus, le président Hollande a bien dit dans son livre Entretien, n'est-ce pas, avec le journaliste, je connais plus le titre du livre, qu'il avait bel et bien donné des armes et bravé l'interdiction européenne de vente des armes en arguant que la France était souveraine. Elle pouvait prendre la décision qu'elle voulait. On a bien affirmé au début, au temps de M. Ayrault, Premier ministre de Hollande, que les armes n'étaient pas létales, pour découvrir à la fin qu'il y avait des missiles, qu'il y avait des canons, qu'il y avait toutes sortes d'armements lourds qui ont été donnés à des opposants modérés, pour découvrir à la fin que ces opposants modérés n'étaient d'autres que des djihadistes qui changeaient d'étendard en fonction du plus payant, quoi. Celui qui paye plus, ben voilà, on change le drapeau. Et tout ça, c'est-à-dire, est lié au problème des djihadistes et de leur retour en France. Qu'est-ce qu'on va faire d'Idlib? On va laisser ces djihadistes, mais le problème va se reposer. Qui nous dit qu'il n'y a que des Français à l'est de l'Euphrate et qu'il n'y a pas d'autres djihadistes français, soit à Idlib, soit à Tanaf, Tanaf, au sud de la Syrie, à la frontière jordano-syrienne, une base américaine. Et on sait très bien que les Américains ont transféré beaucoup de daéchistes parce qu'ils s'en servent comme mercenaires. C'est pas si simple que ça. Et là, Trump nous dit, allez juger ces gens-là, tout en sachant que au temps d'Obama ou même de son mandat à lui, Trump, il y a eu des discussions avec les djihadistes de Daesh et d'autres. Vous voyez, c'est toute l'hypocrisie occidentale. Mais moi, je maintiens, ces gens-là devraient être jugés en France. Alors, mais mon point de vue n'a aucune valeur juridique. Moi, je parle comme un politique. Il y va de la dignité de notre nation. Nous sommes une nation. Ce sont
des gens qui portent la nationalité française, il faut respecter la nationalité française, d'autant plus que ces gens-là peut-être sont devenus ce qu'ils sont, terroristes, à cause de nos politiques, que ce soit au niveau intérieur ou au niveau extérieur. Au niveau intérieur, depuis des années qu'on a un discours de radicalisation qui nous vient des frères musulmans et des wahhabites, qu'ont fait les différents ministres d'intérieur successifs pour cela? Pas grand-chose. Au niveau de l'extérieur, quand on a joué la mauvaise carte dans ce funeste printemps arabe, que ce soit en Libye, que ce soit en Syrie, que ce soit en Égypte et ailleurs. Et alors là, permettez-moi de dire, puisque de revenir à l'affaire de l'impunité et de la couverture immunitaire de certains politiciens français, on apprend qu'Alain Juppé est membre du Conseil constitutionnel. Et comme par hasard, Alain Juppé est accusé également dans le dossier syrien et libyen. J'ai entendu de mes oreilles dans les médias, quand on a posé la question à Alain Juppé, est-ce que vous aviez un plan, quelle est votre attitude vis-à-vis de ce qui se passe en Syrie? Il a dit, après coup, d'une manière rétrospective, oui, nous avions un plan, c'est renverser Assad. Quand on affirme haut et fort cela dans les médias, c'est que renverser Assad, ça ne se fait pas simplement dans les médias bidons français, où on nous a breuvé de fake news pendant 7 ans, toute cette guerre syrienne. Mais ça se faisait sur le terrain par une vente d'armes, par un soutien à cette opposition islamiste qu'on voulait toujours présenter comme modérée. Je me souviens, alors, à quel point ça me fait rire, moi, cette affaire-là, que le Conseil constitutionnel français va petit à petit avoir comme membres tous les gens qui sont, ça reste, n'est-ce pas, approuvé au niveau juridique, qui ont eu les mains entachées de sang dans ces dossiers du funeste printemps arabe. Il y a Hollande, on l'a vu, il n'a pas menti qu'il a vendu des armes. Il a donné des armes. Il est membre d'office dans Sarkozy aussi. Conseil constitutionnel. Il y a Sarkozy, c'est la même chose. Juppé, il est aussi accusé d'intervention illégale et qui a dépassé les décisions des Nations Unies de l'époque pour la Libye. Il y a Juppé. Il en est de même pour son intervention en Syrie, pas que la Libye. Donc nous avons Hollande, Fabius, Sarkozy et voilà Juppé. Alors je ne sais pas si les autres... Donc il manque une place, il faudra une place d'honneur pour BHL peut-être. Oui, c'est-à-dire, moi vraiment ça me choque. Comment voulez-vous poursuivre tous ces gens-là alors qu'ils sont bardés d'immunité, de multi-immunité, que sais-je, de par leur passé. J'ai l'habitude de t'interviewer pendant souvent 1 heure, mais là c'est un format court, l'interview de la semaine, donc cette interview touche à sa fin. Je te remercie d'avoir répondu à nos questions, et je rappelle que tu es en 2e position sur la liste UDMF aux élections européennes, et donc je te dis bonne chance et à bientôt. Merci beaucoup Raphaël, et bon courage pour toute votre équipe. Merci. Nouvelle Radio.